Acheter ou louer sa résidence principale, c'est un choix essentiel et qui, dans certains cas, peut absolument tout changer, tout bouleverser quant à votre stratégie, quant à votre capacité d'emprunt, ou voire même, en fait, ça peut peut-être dépendre de votre situation et de votre ville d'investissement ou de votre ville de résidence également. A fortiori, quand on habite à l'étranger, la question se pose davantage. Est-ce qu'on va rester à vie sur la ville où on habite actuellement? Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo et je commence tout de suite avec les avantages pour acheter sa résidence principale. Le point numéro 1, et toutes les études économiques le démontrent, c'est que la résidence principale permet de sortir de la pauvreté. Les loyers vont augmenter dans le temps dans la plupart des situations et cela peut accroître votre phénomène de pauvreté, votre appauvrissement, votre paupérisation, tout simplement parce qu'il existe un effet capitalistique. Étant donné que la valeur de votre bien augmente dans le temps et à contrario, les mensualités de votre crédit ont tendance à diminuer dans le temps, enfin, du moins votre crédit a tendance à diminuer dans le temps, et donc ça fait un effet de contrebalancier, et c'est pour ça qu'il y a un effet capitalistique important quant à acheter sa résidence principale. C'est donc un élément à prendre en considération, car dans la plupart des cas, c'est un élément essentiel pour en effet s'asseoir dans une certaine classe moyenne ou une classe supérieure. Alors deuxième cas, quand est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça va notamment valoir le coup quand le coût tout simplement du crédit immobilier va être identique ou similaire, on va dire, à un coût d'un loyer. Si vous payez plus ou moins la même chose en loyer, pourquoi ne pas plutôt acheter votre résidence principale parce que le crédit sera identique au loyer et en plus vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt parce que dans la plupart des pays, quand on possède sa résidence principale, on peut déduire une partie des intérêts que l'on paye sur la mensualité de sa résidence principale. C'est quand même pas négligeable et donc bon, c'est toujours un phénomène important à prendre en considération parce que pourquoi balancer de l'argent par les fenêtres et louer le bien alors que finalement vous payeriez la même chose si vous aviez acheté votre résidence principale à crédit. Alors attention, faut pas faire n'importe quoi. Si votre crédit est identique à votre loyer, oui, il y aura quelques petits coûts supplémentaires comme dans certains cas, bon, et ça va dépendre des pays, la taxe foncière ou l'équivalent. Vous aurez aussi à payer certaines charges, telles que des taxes communales parfois, alors qu'en tant que locataire, vous n'auriez pas été amené à les payer. Donc oui, le coût serait un petit peu supérieur, mais n'oubliez pas que lorsque vous investissez pour votre résidence principale, et notamment dans une ville en forte croissance et une zone dynamique, ça vaut encore plus le coup parce que le bien prendra de la valeur. La troisième raison, c'est l'amélioration du scoring bancaire. Alors, ça va évidemment dépendre des banques, ça va dépendre dans certains cas des conseillers, mais il est vrai que pour beaucoup de banques, tout de même, posséder sa résidence principale améliore son scoring bancaire, améliore même le fait de pouvoir investir. Ça paraît contre-intuitif, et je pense que même ça l'est plutôt, mais certaines banques ont des exigences assez ardues, et elles estiment que si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, à ce moment-là, elles ne veulent pas vous prêter beaucoup pour investir dans le locatif. C'est un peu bizarre, à titre personnel, si j'ai des banquiers, je n'agirais pas comme cela, mais en tout cas, il y a beaucoup de banques qui fonctionnent de cette manière, et en plus, je dirais que ça vous permet d'avoir plus de crédibilité vis-à-vis de la banque, ça assoit une certaine légitimité également dans certains cas. Alors nous, quand on va habiter à l'étranger, évidemment, ça va être un petit peu différent, mais j'ai déjà entendu parmi certains membres, en effet, cet argument que certaines banques leur donnent, leur disent, bah non, vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, donc on ne va pas vous prêter. Dans beaucoup de cas quand même, il faut relativiser cet argument, c'est plutôt des arguments fallacieux, et ça permet juste de dire non à la personne plutôt que s'enquiquiner à étudier véritablement le dossier de la part du banquier. Le quatrième point, et il est essentiel, c'est peut-être pour moi le plus important de tous, la résidence principale, c'est un accélérateur incroyable de croissance de votre patrimoine, de vos investissements immobiliers. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la plupart des pays, une fois de plus, et c'est le cas ici en France, quand on est résident, mais à l'étranger aussi, dans beaucoup de cas je le vois, en fait quand on va être propriétaire de sa résidence principale et on va revendre son bien en tant que résidence principale, on va être exonéré totalement d'impôts sur la plus-value. Et donc moi j'incite fortement les personnes à acheter puis rénover afin dans le temps à un moment donné de potentiellement revendre votre bien en tant que résidence principale parce que vous allez générer une plus-value conséquente. À titre personnel, j'ai par exemple généré plus de 400 000 euros de plus-value nette juste en vendant différentes résidences principales que j'ai eues dans le temps. Or ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment ou un autre, eh bien la banque va vous demander de l'apport. Si on veut vraiment scaler et avoir un patrimoine conséquent, et je parle d'un patrimoine supérieur à 1 million d'euros, bien oui, la banque, à un moment ou à un autre, va vous demander des apports conséquents, c'est-à-dire de l'ordre de plus de 20-30%. Ça peut arriver tout simplement parce que vous aurez tellement un gros patrimoine immobilier qu'évidemment le risque pour la banque est plus important. Là encore, ça peut paraître contre-intuitif et quelque part, j'ai envie de dire, ça va dépendre aussi du banquier parce que dans certains cas, il y a certains banquiers qui vont estimer plutôt l'inverse, ce qui n'est pas non plus une position erronée étant donné que vous aurez un patrimoine plus divers avec plusieurs biens immobiliers et donc quelque part le risque est assez diversifié. Néanmoins, la résidence principale vous permet de faire un arbitrage conséquent. Vous achetez, vous rénovez, puis un jour ou un autre,
vous revendez, vous générez donc une plus-value conséquente et c'est ce qui fait partie en fait d'une stratégie globale. Ça s'appelle tout simplement l'arbitrage. Cet arbitrage, en revendant votre bien en tant que résidence principale, vous allez générer une plus-value conséquente, comme je le disais, de plusieurs milliers d'euros. Et ces milliers d'euros, vous pouvez en garder une partie tout simplement en épargne pour votre future résidence principale quand vous allez vouloir refaire, j'ai envie de dire, la même opération. Et puis une autre partie pour tout simplement investir et la faire travailler cet argent dans vos investissements immobiliers pour tout simplement générer des loyers, générer des superbes opérations. Et donc ça permet de faire, j'ai envie de dire, un pas en arrière pour faire 4-5 pas. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans mon cas. Moi, quand j'ai voulu scaler et investir avec un patrimoine de plus de 1 500 000 euros, voire presque les 2 millions d'euros, j'ai revendu ma résidence principale. J'ai obtenu une somme très conséquente que j'ai pu réinvestir. Tout simplement une partie pour mes opérations d'investissement de loyer que je fais en France. Et puis une autre partie pour tout simplement ma future résidence principale. Donc il s'agissait de trouver à ce moment-là un bien intéressant. Alors tout ça, c'est très beau, mais dans beaucoup de cas tout de même, il ne vaut mieux pas acheter sa résidence principale, ça peut arriver parce qu'en fait, vous allez avoir plusieurs contraintes. Et il est là tout le sujet, et c'est peut-être l'argument numéro 1, est-ce que la résidence principale est un actif ou un passif? Eh bien, dans certains cas, ça va être un passif. C'est notamment le cas parce que tout simplement, un bien en résidence principale ne vous rapporte pas de revenus. À moins de bidouiller et en effet être un petit peu plus malin et louer de temps en temps votre bien en location courte durée, par exemple, quand vous êtes absent. Mais bon, est-ce qu'on a tous envie de louer sa résidence principale en location courte durée? Ça, c'est un choix très personnel, mais quand même, dans la plupart des cas, ça va être un passif parce que ça va vous coûter de l'argent, des taxes dans certains pays. Dans la plupart des pays, il y a quand même des taxes qu'en tant que locataire, on va pas payer. Il y a aussi une maintenance de la résidence principale à effectuer. Je sais pas, moi, si il y a une porte qui est un peu abîmée, si la pâture est un peu abîmée, si la plomberie est défaillante, si le toit il commence à avoir une petite fuite, en tant que locataire, vous n'aurez rien à payer. Ok, le locataire, il est juste chargé du bon entretien. Mais pour tout ce qui est les défauts, c'est-à-dire des défauts, des problèmes techniques, lui, il n'est pas tenu responsable. C'est toujours le propriétaire. Et donc, si c'est votre résidence principale, ça serait à vous de vous en occuper, ça serait donc à votre charge. Et d'ailleurs, dans le même esprit, tout simplement, si vous achetez votre bien en résidence principale et que vous êtes dans une zone finalement qui n'est pas du tout en croissance et vous allez perdre de l'argent, c'est problématique. Et donc, il est essentiel de regarder où est-ce que vous allez acheter. Est-ce qu'en effet, il y a une demande accrue de personnes qui veulent vivre dans votre bien en tant que résidence principale? Et dans ce cas-là, ok, ça vaut certainement le coup de le faire, mais sinon, n'investissez pas trop dans ce genre de produit en tant que résidence principale, parce que si la dynamique est inversée et les biens ont tendance à perdre de la valeur, à ce moment-là, ça peut être problématique. Et contrairement à ce qu'on croit, ça arrive assez fréquemment dans certaines villes, dans certaines zones géographiques, que les biens perdent de la valeur ou du moins stagnent. Et si les biens stagnent, c'est encore un autre phénomène, et bien en fait, vous perdez de l'argent à acheter votre résidence principale parce que l'inflation, elle est là. Et donc finalement, vous allez perdre de l'argent. Donc n'investissez pas dans votre résidence principale dans ce cas de figure précis. A contrario, ça peut être un actif. Si, comme je l'ai dit, vous êtes dans une zone dynamique avec une croissance des prix, là c'est intéressant, mais à condition également de faire une bonne opération. Et c'est ce que je vois souvent, acheter sa résidence principale pour acheter, ce n'est pas utile et c'est même faire une mauvaise opération. Non, il faut acheter un bien en dessous du prix du marché, un bien dans une zone qui va prendre de la valeur. En fait, c'est faire tout simplement une bonne opération. Il ne faut pas déroger à la règle de l'investissement locatif quand vous achetez votre résidence principale. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même acheter un bon bien. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours acheté ma résidence principale, donc un bien en dessous du prix du marché, un bien avec des travaux, j'améliorais le bien, je valorisais le bien, j'apportais donc beaucoup de valeur et in fine, j'attendais, ça dépendait plusieurs années, ça peut être 2 ans, je revendais le bien et je générais une plus-value de 200-300 000 euros. Et donc là, ça vaut le cas. Mais ne dérogez pas à la règle, faites un bon investissement. Le deuxième gros défaut, j'ai envie de dire, d'acheter sa résidence principale, c'est que cela peut limiter votre capacité d'emprunt. Il faut faire très attention à ça, c'est la capacité d'emprunt qui peut être problématique. En France, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, il y a eu le Haut Conseil de stabilité financière qui a rendu obligatoire une capacité d'emprunt limitée à 35%, assurance emprunteur inclus, 35% de vos revenus. Alors, il existe des exceptions, on peut largement dépasser ces 35%. Moi, ça fait depuis très longtemps que j'ai dépassé ces 35%. C'est totalement possible, mais voilà, il faut des solutions, il faut être prêt, il faut avoir des stratégies, il faut avoir des connaissances. Et de facto, le mieux, c'est quand même d'être en dessous des 35%, notamment au démarrage. Mais une fois de plus, il y a des solutions. Alors, dans tous les cas, comme je le disais, votre résidence principale peut affecter, je veux dire, ce taux de 35%, assurance emprunteur inclus. Pourquoi? Parce qu'une résidence principale, en général, quand même dans la plupart des pays, vous allez avoir un crédit et une mensualité plus élevé qu'un loyer. Ça se vérifie dans la plupart des cas. C'est pas toujours le cas, évidemment. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans la plupart des grosses villes, tout simplement, si je prends New York, Paris, Luxembourg, Genève, je sais pas, Londres, Dubaï,
pareil, les loyers vont être quand même en général inférieurs à un crédit de mensualité de sa résidence principale parce que en fait, tout simplement, les gens, les locataires ne peuvent pas acheter des biens en résidence principale. Il suffit de regarder New York, c'est une ville à majoritairement de locataires. Il y a peu de propriétaires. Les biens coûtent trop cher. C'est le cas aussi pour Paris. C'est une ville principalement quand même de locataires. Et dans toutes les villes qui sont assez coûteuses, c'est généralement le cas. J'aurais pu citer Hong Kong, Singapour. Évidemment qu'il y a bien des personnes qui possèdent ces biens-là, parce que pour louer un bien, il faut bien le posséder. Mais généralement, ça va être soit des personnes très fortunées, des personnes également qui sont là depuis certaines générations, ou alors des personnes qui ont investi intelligemment. Et donc ça, c'est encore d'autres cas de figure. Mais étant donné que le crédit et la mensualité va être supérieur au loyer dans beaucoup de cas, ça peut être en effet assez contraignant. Donc il faut toujours regarder ce phénomène-là. Et puis au niveau de la banque aussi, il y a un élément qu'il faut prendre en considération. Votre mensualité de crédit, vous pouvez pas vraiment la changer. À part étendre d'ailleurs la durée du prêt, ça c'est une possibilité. Si vous voyez que vous avez une mensualité très haute, vous pouvez en effet demander à votre banque, négocier pour étendre la mensualité. Mais ça reste assez quand même rare de le faire, même si c'est possible. Mais en tant que locataire, ce qui est bien, vous avez le pouvoir de changer à tout moment de tout simplement appartement ou logement. Et donc ça c'est quand même assez important parce que ça veut dire qu'à tout moment vous avez le pouvoir sur votre capacité d'emprunt. Vous pouvez faire un effort momentané. Si admettons vous êtes proche des 35%, vous voulez continuer à investir et vous n'avez pas la maîtrise des stratégies pour dépasser ces 35%, il y a une stratégie toute bête, c'est tout simplement changer de logement. C'est une possibilité. Il suffit à ce moment-là de regarder dans votre région, dans votre ville, quels sont les logements un peu moins chers. Faites peut-être un effort pendant la durée d'un an et vous allez vous dire bon je vais faire un maximum d'investissement pendant cette année-là et c'est parti. Et puis le deuxième point pour préserver sa capacité d'emprunt, c'est qu'il est vrai tout de même quand on fait un investissement locatif, on va percevoir des loyers. Alors que quand on va posséder sa résidence principale, on va pas percevoir de loyer, du moins pas grâce à sa résidence principale. Et donc, il vaut mieux quand même généralement préserver sa capacité d'emprunt tout simplement en faisant des investissements locatifs. Quoi? Parce que l'on va percevoir des loyers, certes, nous allons devoir payer un crédit pour acheter notre bien immobilier. Mais rappelez-vous, les loyers, lorsqu'on fait un bon investissement, et c'est primordial de le faire, vont rembourser aisément la mensualité de crédit. Et donc, vous n'aurez pas finalement de véritable risque parce que grâce à l'investissement locatif, vous allez quelque part préserver votre capacité d'emprunt. Ce qu'il faut bien regarder également, c'est que depuis le 1er janvier 2022, beaucoup de banques, je dirais même l'essentiel des banques en France, ont changé la pondération des loyers. Autrefois, lorsque vous faisiez une opération, vous allez voir la banque pour obtenir un crédit, la banque pondérait les loyers à 70%. Donc si sur votre dossier bancaire, vous aviez des loyers de 1000 euros, la banque allait prendre seulement 700 euros. Bon, 700 euros, normalement c'est sur l'année qu'elle calcule, mais pour schématiser, elle allait prendre 700 euros par mois, alors que là maintenant beaucoup de banques ont augmenté cette pondération qui joue en notre faveur en tant qu'investisseur, et elle a augmenté au titre de 85%, voire même dans certaines banques 90-95%. Et donc finalement il y a très peu de pondération des loyers, ce qui fait que évidemment à condition d'être prêt, d'avoir la bonne stratégie, d'être formé, d'avoir les connaissances, vous allez faire un bon investissement, un investissement qui va vous rapporter plus que ce qu'il ne vous coûte, c'est toujours comme ça qu'il faut le faire, et donc ça va quelque part augmenter votre capacité d'emprunt. Alors maintenant, si vous voulez vraiment avoir un gros patrimoine immobilier, à titre personnel, je vous conseille vraiment d'acheter votre résidence principale pour à terme la vendre. Ça va être un effet d'accélérateur énorme, c'est ce que j'ai dit avant. Donc moi, je suis plus d'avis qu'il faut quand même acheter sa résidence principale parce que notamment quand vous êtes dans une zone en forte croissance, et c'est essentiellement ça le critère, évidemment faire une bonne affaire. Et dans ce cas de figure, oui, ça peut être très stratégique. Par contre, le momentum de l'acquisition de la résidence principale est un élément primordial à prendre en considération. Ça veut dire qu'il va pas falloir le faire trop tôt, mais il va pas falloir le faire trop tard non plus. En fait, il va falloir le faire à un moment donné où vous savez que vous arrivez proche de votre capacité d'emprunt, proche de la limite, c'est-à-dire de votre banquier, que votre banquier, vous savez qu'il va pas trop continuer à vous prêter, ou alors, dans ce cas-là, en effet, là, il va falloir acheter votre résidence principale avant. Il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que tant que vous avez une capacité d'emprunt, tant que vous avez une bonne relation avec votre banquier, alors pas besoin forcément d'acheter votre résidence principale. C'est ça, grosso modo, la stratégie d'après moi qu'il faut avoir, c'est le momentum à avoir si, évidemment, vous voulez scaler, avoir un gros patrimoine immobilier. Alors, partagez-moi en commentaire vos réflexions. Est-ce que vous êtes plus pour acheter votre résidence principale ou plus pour la louer? Évidemment, c'est aussi, il y a un facteur personnel, je ne dis pas le contraire. Donc dites-moi en commentaire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Frédéric, j'ai créé Immo.expat et donc j'ai investi dans l'immobilier en France et à l'étranger. Je me suis construit un patrimoine de plus de 5 millions d'euros et j'ai créé plus d'1 million de bénéfices nets grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, je perçois plus de 200 000 euros de loyer. Donc allez voir en commentaire si ça vous intéresse. J'ai mis quelques liens pour que vous puissiez faire la même chose et investir en France quand vous habitez à l'étranger. Je vous dis à la prochaine vidéo.